Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à notre webinaire consacré à la communication digitale et plus particulièrement la communication digitale sur les réseaux sociaux. Le réseau qui sera abordé aujourd'hui, c'est le réseau Facebook. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin donc Emeline Foisset de l'agence Adverti qui va vous dire tout sur la communication sur Facebook et comment développer votre présence sur ce réseau. Juste une petite remarque préliminaire, vous aurez la possibilité de poser vos questions à tout moment durant la présentation et Emeline y répondra au fur et à mesure. Pour ce faire, il suffit d'activer le volet questions-réponses dans votre logiciel Teams en cliquant sur l'icône qui se trouve en haut à droite, les deux petites bulles avec le point d'interrogation. Et moi, je vous mettrai un petit plop d'alerte pour que vous puissiez voir précisément où se trouve ce volet. Voilà, écoutez, je laisse à présent la parole à Emeline. Emeline, c'est à toi. Ça marche, merci Nicolas. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour le premier webinaire 2021 de Perspective numérique. Aujourd'hui, en effet, on va aborder tout ce qui est question Facebook et comment développer votre présence afin d'être efficace sur Facebook et que ce réseau social puisse enfin devenir un atout pour votre activité. Bref présentation, du coup pour ma part, Emeline Foisset, je suis la directrice de l'agence Adverti. L'agence Adverti, c'est une agence de communication web basée au centre-ville de Troyes. On accompagne nos clients afin de développer leur activité et leur visibilité grâce au web. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va se positionner sur des prestations du type création et refonte de sites web, tout ce qui va être gestion de réseaux sociaux et gestion de comptes publicitaires sur ces mêmes réseaux sociaux, tout ce qui va être référencement, que ce soit payant ou naturel, afin d'être visible sur les moteurs de recherche comme Google. On va accompagner également nos e-commerçants afin de développer leur activité sur des places de marché comme la Fnac, comme Amazon, comme Cdiscount ou encore Mano Mano. On accompagne également nos clients sur tout ce qui est monde du mail avec l'envoi de mailing, de newsletters ou encore la mise en place de scénarios de marketing automation. Et enfin, notre dernier grand pôle, c'est tout ce qui concerne l'audit ergonomique afin de détecter ce qui ne va pas sur un site, d'être capable de lever des freins et l'analyse de trafic de site web afin de mieux comprendre vos internautes, leur parcours sur votre site, entre autres. On travaille pour divers clients. Je vous en ai mis des différentes typologies sur le côté droit. Ça va de l'école de commerce troyenne à la start-up, aux e-commerçants avec Garçons Français, ou encore avec la région, avec Electrolux Professionnel ou encore avec le monde du champagne, avec le champagne Gaston Chèque. Aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de Perspective numérique. Qu'est-ce que c'est que Perspective numérique? C'est une association qui regroupe des prestataires du numérique dans l'Aube. Vous allez avoir une quinzaine de prestataires sur le numérique au sens large. Vous allez autant avoir de l'impression 3D que de la gestion électronique de documents, que du développement, que de la communication digitale. L'idée, c'est de pouvoir vous proposer un parcours numérique autour de réunions d'information et de tables rondes. Vous avez le programme qui est disponible sur le site de Perspective numérique et sur le site de la Chambre de commerce et qui permet de vous inscrire. On tente à chaque fois de vous donner une visibilité sur toute l'année. Vous avez aussi la possibilité de demander un diagnostic numérique. Alors, il existe différents dispositifs. Le DOTN existe chez Perspective numérique en lien avec la CCI depuis plusieurs années maintenant. Il y a aussi d'autres diagnostics qui ont pointé le bout de leur nez l'année dernière, entre autres avec la crise sanitaire. Pour tout détail, je vous invite à contacter Nicolas Friot afin qu'il puisse répondre à vos questions sur ces sujets-là. Au sommaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va parler des formats de publication qui fonctionnent bien. On va parler des bonnes pratiques pour faire de la publicité. On va également évoquer tout ce qui est outils pour la création de votre contenu et également tout ce qui est contenu généré par les utilisateurs qu'on appelle l'UGC et qui permet de mettre en avant le contenu produit par votre communauté. Comme le disait Nicolas au tout début, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du support pour pouvoir les poser. Ça m'évite aussi de vous perdre et de pouvoir aussi rebondir sur des choses qui vous ont soit interpellé, soit des questions que vous pouvez avoir. Ce sera un plaisir d'y répondre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en petite introduction, il faut garder différents éléments en tête. La première, c'est que animer une page Facebook, animer un compte Instagram, même on pourra parler de tous les réseaux sociaux, c'est que ça prend du temps.
Du coup, il faut en avoir conscience. Il faut réussir à faire de ce canal de communication une priorité pour que ce soit efficace. Deuxième chose à garder en tête, c'est qu'une communauté se développe sur le long terme. Soit vous avez déjà une page Facebook qui est créée, soit vous allez lancer une activité, vous allez en créer une. Et dans ce cas-là, il faut garder en tête que non, ce n'est pas parce que vous allez vous y mettre de façon sérieuse et intense sur un mois que, en gros, ça va être efficace dès le premier mois. Il faut être capable de penser sur le long terme, c'est-à-dire sur plusieurs mois. Et enfin, troisième point à garder en tête, c'est que la régularité est primordiale. À l'agence, on a souvent tendance à dire que la régularité importe davantage que la fréquence. Parce que très souvent, on me demande à quel rythme il faut publier. Est-ce que je dois publier tous les jours? Est-ce que je dois publier tous les 2 jours, etc. La réponse, en fait, c'est peu importe, tant que vous êtes régulier dans le rythme que vous imposez. Si vous pensez que 3 fois par semaine, c'est trop dur pour vous et que vous n'avez pas suffisamment de contenu pour le faire, etc., optez pour 1 fois ou 2 fois par semaine. Mais en tout cas, faites en sorte de vous y tenir, c'est ça le plus important. Et ça, ce petit dicton-là, c'est valable pour tout ce qui concerne la communication digitale, même pas uniquement ce qui concerne, que ce qui concerne Facebook. Pour pouvoir continuer de répondre à la question au final, comment est-ce que je m'y prends? OK, je dois poster à un rythme régulier, etc. Mais en gros, un bon post Facebook, ça se décortique comment? 3 points. C'est un contenu qui est pertinent et qui va à l'essentiel. Il faut garder en tête que l'internaute, il est feignant. Donc en gros, les très très gros pavés sur les réseaux sociaux, en général, c'est plutôt à proscrire. Ou alors, ça fait partie de votre ligne éditoriale que vous avez définie, c'est un style d'écriture. Et dans ce cas-là, vous pouvez très bien avoir un contenu qui soit relativement long. Mais c'est vrai qu'en général, on a tendance à avoir des contenus assez courts, assez percutants, qui vont directement à l'essentiel, avec l'information principale qui apparaît très rapidement. Un bon post Facebook, c'est également un post qui contient au moins un emoji, qu'on appelle également un émoticône. Donc c'est l'image qu'on vous a mis avec un petit gugus content. L'idée, c'est de dynamiser votre post. Ça va venir le colorer, ça va venir davantage attirer l'attention pour les internautes qui vont lire votre post. Troisième élément pour un bon post Facebook, c'est un visuel cohérent avec votre contenu. Et je rajouterai même un joli visuel. Parce qu'en fait, non seulement l'internaute, il est feignant, mais en plus, quand il est sur les réseaux sociaux, il est là pour consommer, pour se faire plaisir et pour consommer donc de l'information rapide et jolie. Donc en gros, le visuel qui doit accompagner vos publications doit être un joli visuel qui va lui faire plaisir de découvrir. Donc à quelle fréquence, à quelle heure publier? L'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est surtout d'être régulier. Il y a quand même une bonne pratique qui consiste à publier au moins 1 fois par semaine. D'accord? Si vous espacez trop après, ça peut être en accord avec vos objectifs, d'accord? Mais ce sera peut-être plus forcément des objectifs business dans le sens où vous allez vous servir de Facebook, par exemple, pour développer votre activité. Les études disent que les meilleures heures sont entre 6 h et 8 h du matin et entre 13 h et 16 h. L'idée en publiant assez tôt le matin, c'est que vous allez pouvoir capter les personnes qui consomment, entre guillemets, les réseaux sociaux lorsqu'elles se réveillent ou alors lorsqu'elles sont dans les transports en commun. Et enfin, entre 13 h et 16 h, c'est que vous puissiez capter les personnes qui, sur la fin d'après-midi ou en milieu d'après-midi, ont un petit coup de barre ou autre et se rendent sur les réseaux sociaux. En tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez vous servir de ces heures-là pour faire vos propres tests sur votre communauté afin de détecter quelles sont les meilleures heures pour vous, quels sont les meilleurs jours pour vous. En effet, vous doutez bien que toutes les entreprises ont une communauté qui est différente. Du coup, il faut vous servir de ce que disent les études comme base, mais ensuite faire vos propres tests en testant des jours et des horaires que vous pensez être les plus percutants. Vous avez pour ça un onglet dans Facebook qui s'appelle Analytics, comme Google Analytics pour votre site web, mais en gros, ce sont les statistiques de votre page et qui vous permettent d'avoir une idée à quel moment publier, à quel jour publier, etc. Alors depuis quelques mois, il y a un bug sur cet outil, il faut quand même le garder en tête. C'est un peu pénible parce que les horaires affichés sont ceux du Pacifique, donc il faut avoir le réflexe de bien
transcrire les heures du Pacifique en nos horaires à nous. Donc du coup, c'est ce que je vous disais, le fameux onglet statistiques, il est disponible dès que votre page a 30 fans. Ça vous donne accès à des tas de statistiques hyper intéressantes du type le nombre d'impressions de vos publications, le nombre d'interactions que vos publications ont eues. Donc les interactions, c'est les engagements en fait qu'ont eu les internautes avec votre publication. Exemple, des j'aime, des partages, des commentaires, des réactions. Vous savez aujourd'hui vous pouvez mettre un petit gus triste, un petit gus surpris, vous pouvez féliciter la personne, etc. etc. Et bien tout ça, c'est ce qu'on appelle des interactions ou encore des engagements. Dans l'onglet statistique, vous avez visuellement un aperçu de toutes les publications qui ont eu le plus de succès. Et enfin, vous pouvez aussi voir tout ce qui est évolution de votre communauté ou encore l'analyse des concurrents principaux que vous avez. Ça, c'est plutôt intéressant pour justement évaluer est-ce que vos concurrents, par exemple, font des publications à succès. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que c'est des publications à succès? Et ça peut devenir une source d'inspiration pour vous. Et enfin, ces statistiques, en les analysant, ça permet de soit mettre en place une stratégie pertinente, soit éventuellement, si vous étiez plutôt du genre à poster au fil de l'eau sur votre page Facebook, ça vous permet en tout cas de réajuster votre stratégie afin justement qu'elle soit efficace. En effet, vous avez décidé de passer du temps pour prendre soin de votre page Facebook. Il faut que vous puissiez vraiment en tirer profit en fait. Si c'est pour publier, pour dire que vous publiez, ça sert pas à grand chose, c'est pas très stratégique, c'est pas très non plus long-termiste. Donc du coup, l'idée c'est de mettre en place une stratégie qui soit pertinente. J'en profite au niveau de cet onglet pour pouvoir vous faire part d'une nouveauté dont on a eu l'information il y a même pas quelques semaines. Sachez que la notion de mention j'aime sur votre page Facebook, au niveau des fans, donc au niveau des j'aime de la page, va disparaître dans les prochaines semaines et en tout cas dès que vous aurez la nouvelle version des pages Facebook. En effet, cette statistique-là, elle va être fusionnée avec une autre statistique qui s'appelle les abonnés et donc elle va disparaître vraiment au profit des abonnés. Donc gardez bien ça en tête, ne soyez pas surpris. Autre bonne pratique et qui je trouve est assez délaissée, c'est la messagerie Messenger. La messagerie Messenger, c'est la possibilité pour un internaute de prendre contact avec vous en message privé pour justement avoir davantage d'informations sur un produit, sur un devis ou autre. Et en tout cas, ça vous permet, Messenger, c'est vraiment un axe que Facebook a décidé de développer en ajoutant un certain nombre de fonctionnalités très intéressantes. Vous pouvez paramétrer un message d'accueil, vous pouvez paramétrer une réponse automatique si quelqu'un vous envoie un message, par exemple en lui disant, comme l'exemple ici pour un restaurant, bonjour, prénom de la personne, nous avons bien reçu votre message et nous vous répondrons au plus vite. Cependant, si celui-ci concerne une réservation de table, en effet on est sur un restaurant, contactez-nous à tel numéro. Ça, c'est ce qu'on appelle une réponse automatique. Vous pouvez laisser également une adresse email ou autre, mais en tout cas, ça vous permet de pallier un certain manque de réactivité que vous pourriez avoir. Et aussi parce que tout simplement, Messenger peut ne pas être votre canal privilégié de contact, donc vous indiquez à la personne comment elle ferait mieux de vous contacter. Et enfin, en fonction des questions posées, vous avez la possibilité de paramétrer des réponses automatiques pour des questions prédéfinies. Exemple, vous êtes un restaurant, les questions fréquentes qu'on peut avoir en message privé, c'est quels sont vos horaires d'ouverture? Typiquement, vous pouvez prédéfinir cette question et prédéfinir la réponse qui va avec. Et au moins, la personne, elle a rapidement une réponse. Vous pouvez en définir comme ça un certain nombre, je crois que ça doit être 5 ou 6. Donc vraiment se focaliser sur les questions les plus fréquentes. C'est quelque chose qu'il faut faire une bonne fois pour toutes. Vous allez pour ça dans les paramètres de votre page Facebook et vous pouvez tout faire depuis là. Je regarde dans le chat si éventuellement il y a des questions. Super, il y a des questions. Alors, je suis désolée, je n'avais pas eu la petite notification. Du coup, les questions et réponses automatiques ne fonctionnent plus depuis 2 semaines sur la messagerie de notre page Facebook. Ah, Audrey, d'accord. Alors, il faut savoir, on ne le sait pas forcément, mais que vous pouvez contacter des conseillers Facebook via un chat.
Audrey, je vous invite à m'envoyer un petit mail à emeline@adverti.fr. Et je vous enverrai le lien en direct vers le chat si vous ne le trouvez pas. Je ne vous cache pas qu'il est un peu caché, parce que ce n'est pas non plus le canal qui veut le favoriser. Mais vous pourriez voir avec un conseiller en direct pour tenter de faire remonter le problème au service technique. Du coup, oula, j'ai cliqué sans le vouloir sur le truc. J'avais une question qui était, aura-t-on un compte rendu, s'il vous plaît? Alors du coup, Nicolas, sauf erreur de ma part, il y aura le replay du webinaire qui sera disponible sur la page YouTube, sur le compte YouTube de la CCI. On est bien d'accord? On est bien d'accord. D'ici quelques jours, Super. il sera sur la page, sur la chaîne YouTube, et puis il sera également envoyé par mailing. Ok, super. Pour ceux qui sont aussi impatients, juste au niveau du support pur, je peux aussi l'envoyer. Pareil, une seule adresse email, emeline@adverti.fr. Et ensuite, ah ben Séverine, du coup, pour savoir le PowerPoint à la fin. Top. Ok. Autre question, quels sont les réseaux les plus importants sur lesquels il faut intervenir? Alors du coup, tout dépend de votre secteur d'activité. Aujourd'hui, le panorama des réseaux sociaux, il se décompose à peu près entre 6 et 7 réseaux sociaux. Vous avez Facebook, sur lequel on se focalise aujourd'hui. Vous avez LinkedIn, qui est un réseau social professionnel en B2B, qui est idéal justement pour vous adresser à des professionnels. Vous allez avoir également tout ce qui va être Instagram. Aujourd'hui, Instagram, qui appartient d'ailleurs à Facebook, est un réseau social qui est très prisé. Vous avez la cible d'Instagram qui initialement était sur du 14-24. Aujourd'hui, c'est clairement du 14-34, voire plus, parce qu'on est sur un réseau social qui a une cible qui a vieilli avec lui. Vous allez avoir les réseaux sociaux plutôt geeks, moi ce que j'appelle ça comme ça, ou plutôt des personnes qui souhaitent s'informer différemment que son Twitter. Vous allez aussi avoir des réseaux sociaux plutôt pour les jeunes, mais il faut garder en tête que ces réseaux sociaux-là, comme TikTok ou encore Snapchat, sont des réseaux sociaux qui vont avoir une cible qui va vieillir aussi progressivement. Vous avez aussi les réseaux sociaux plutôt, moi je les inclus dans les réseaux sociaux, chat, donc vous allez avoir WhatsApp et Messenger qui appartiennent aussi à Facebook. Et vous allez avoir, il m'en manque un, oui, et un réseau social hyper important aussi aujourd'hui, bah, du coup qu'on vient d'évoquer, c'est YouTube. Donc un réseau social purement vidéo. Et en fait, le panorama des réseaux sociaux, sur lequel je vais, la question, la réponse, en fait, je ne peux pas vous la donner. En fait, ça dépend de votre activité. Si vous avez également Pinterest, que j'ai oublié, pardon. Typiquement, si vous avez une cible qui est composée de mamans, vous allez vouloir privilégier Facebook et Instagram au minimum. Si vous avez une cible qui est composée de geeks, genre moi, typiquement, vous allez vouloir me toucher sur LinkedIn et sur Twitter, par exemple. Si votre cible est composée de gamers, donc c'est-à-dire des personnes qui sont fanats de jeux vidéo, vous allez vouloir privilégier Twitter et Twitch, par exemple, etc., etc. Et en fait, tout dépend. En fait, le bon choix des réseaux sociaux se fait en identifiant correctement son audience. Je vous invite pour ça à vous renseigner sur la notion de persona, qui est de buyer persona ou de persona, qu'on évoque beaucoup en web marketing et qui permet de mieux comprendre sa cible en lui établissant une carte d'identité virtuelle en fait. Et en général, quand on passe par la phase de persona, on a peu de chances de se tromper sur la phase choix des réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour vous aiguiller un petit peu en termes de cible sur ces réseaux sociaux-là, alors c'est vrai que le webinaire d'aujourd'hui était focalisé sur Facebook, donc je n'avais pas donné ce panorama-là, mais on peut partir un petit peu sur pour bien répondre à vos questions. Aujourd'hui, Facebook, c'est clairement un réseau social grand public. C'est d'ailleurs pour ça qu'on débute l'année 2021 en vous présentant ce réseau social-là. C'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont un intérêt à être présentes sur Facebook. On est sur un réseau social qui est sur du 18-65 ans. On est sur un réseau social autant B2B que B2C. Le temps passé en moyenne sur Facebook reste encore très intéressant en France. Donc voilà, c'est vraiment un réseau social phare. Sur Pinterest, vous allez être beaucoup sur des thématiques plutôt qu'une cible. Tout ce qui va être tourisme ou encore e-commerce, tout ce qui va être do it yourself, tout ce qui va être décoration, tout ce qui va être architecture, paysagisme, etc. Vous allez avoir un intérêt sur Pinterest.
Pour tout ce qui va être qu'est-ce qu'on a pu évoquer, TikTok et Snapchat, aujourd'hui on est typiquement sur du 14-24 ans. Par contre, ce qui est hyper important de suivre, c'est que TikTok aujourd'hui est clairement en train d'impulser les nouveautés en termes de réseaux sociaux, c'est-à-dire les formats très courts, les formats très spontanés, etc. TikTok est clairement en train d'imposer ce format à succès aux autres réseaux sociaux qui sont en train de progressivement de copier toutes ces fonctionnalités. Donc, ce panorama est toujours intéressant à observer. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Vous avez des sites en France en France et en français qui vous permettent de vous renseigner, que ce soit à coup d'études menées par des observatoires ou autres. Donc, n'hésitez pas à faire vos propres recherches sur le web. Super, merci pour vos questions. Du coup, je continue le support avec les meilleurs formats de publication que l'on peut retrouver sur Facebook et que vous pourriez utiliser pour le compte de votre entreprise. Un format qui est... Alors, je ne vous parle pas du format classique où vous postez une image ou une vidéo et puis, en gros, vous mettez du texte avec ça. C'est plutôt le format classique, il n'y a rien de très surprenant. Par contre, vous avez des formats qui sont déjà un petit peu plus recherchés et plus sympas à utiliser. Vous avez le format Canva, qui est un format à la base qui était publicitaire, mais qui ne l'est plus. Alors, il faudrait d'ailleurs qu'on corrige la petite infographie qu'on avait faite à l'agence, qui permet en fait de donner une expérience grand écran à une personne qui voit votre publication. Donc, en gros, la personne, elle est sur son fil d'actualité, elle parcourt les publications de ses amis, des pages qu'elle aime bien, etc. Elle voit votre post et en fait, au clic sur votre post, elle a une expérience grand écran qui s'ouvre, donc une expérience très immersive. Et dans ce cas-là, on va lui demander de swiper vers la droite, vers le haut, etc. Pour vraiment, c'est une façon de valoriser votre histoire, de mettre en place en tout cas une notion de storytelling sur une petite expérience de quelques secondes avec laquelle l'internaute va devoir interagir. Le principal inconvénient de ce format, c'est qu'en fait, c'est assez chronophage à mettre en place. Ça nécessite aussi certaines qualités en création de design. Parce que un Canva qui va être avec un design très faible, enfin très faible, pas très qualitatif, j'en ai rarement vu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que le Canva, c'est surtout un format, et en plus, je suis en train de me rendre compte que ça s'appelle plus le Canva, ça s'appelle un Instant Experience, je suis désolée. Excusez-moi, ça s'appelle Instant Experience maintenant. Et du coup, c'est tout ce qui... il vous faut vraiment une touche graphique très importante lorsque vous le mettez en place. Deuxième format, c'est l'importance de la vidéo. Et ça, je ne saurais le répéter assez dans les webinaires que j'anime. Aujourd'hui, je vous disais, l'internaute en introduction, il est devenu feignant. Et en plus, il préfère 1000 fois regarder une vidéo que lire un texte qui est long. Du coup, c'est vraiment le format qui est efficace aujourd'hui. Que ce soit sur Facebook, mais aussi sur tous les autres réseaux sociaux que vous pouvez exploiter, la vidéo est vraiment le format phare. Alors attention, il y a différents types de vidéos. Il y a la vidéo, vous allez passer par une agence qui va vous créer cette vidéo-là. Vous allez en avoir pour un certain budget, que ce soit sur du motion design ou même sur de la prise de vue ou autre. Et vous avez de la vidéo un petit peu plus spontanée qui est faite avec un smartphone, où vous avez aujourd'hui des applications qui vous permettent de faire certains montages, de diminuer le son qu'on peut en avoir en arrière ou ce genre de choses, et qui vous permet malgré tout de faire des vidéos qui restent sympas. Donc vraiment, on est sur deux types de vidéos différentes. L'une, c'est plutôt la vidéo corporate. Vous allez vouloir passer par une agence justement pour avoir un support que vous allez utiliser dans la durée, que vous allez également utiliser sur votre site web, potentiellement en photo de couverture Facebook, etc. Et un format fait au smartphone qui va plutôt être spontané et sur la vidéo plutôt de format un petit peu plus court ou ce genre de choses. Dans les bonnes pratiques concernant la vidéo, c'est qu'il vous faut absolument toujours mettre des sous-titres. Non seulement vous avez des vidéos plutôt corporate, et là vous allez demander à l'agence de mettre directement les sous-titres, mais même sur vos vidéos qui vont être spontanées, il vous faut absolument cette notion de sous-titres. L'internaute aujourd'hui, quand il consomme les réseaux sociaux, il n'est pas forcément en capacité de lancer le son.
Donc du coup, il faut absolument miser sur les sous-titres pour qu'ils consomment quand même le contenu de votre vidéo. Aujourd'hui, l'internaute, quand il est sur les réseaux sociaux, potentiellement, il est au fin fond de son lit avec son compagnon ou sa compagne à côté. Il est dans la queue au supermarché ou autre. Et il lui faut absolument les sous-titres parce que sinon, il va zapper votre publication et votre vidéo. Vu qu'on est sur les réseaux sociaux et que l'internaute est feignant, ne lui donnez pas des vidéos qui sont trop longues, car les internautes veulent consommer du contenu très rapidement sur les réseaux sociaux. Si par contre vous êtes parti sur un format qui est relativement long, parce que pour votre activité, ça se justifie, bah, c'est pas grave. Faites un teasing d'1 minute sur Facebook par exemple et encouragez l'internaute qui est curieux à cliquer sur un lien pour aller découvrir la vidéo complète. Et enfin, on avait fait une petite observation à l'agence. Alors, il n'y a pas d'études qui viennent approuver ce que je vais dire, mais en tout cas, c'était un test qu'on avait fait. Les petites vidéos très courtes qu'on met au format GIF, bizarrement, elles génèrent beaucoup moins d'engagement que le même visuel, donc de 5 ou 6 secondes, mais au format vidéo. Donc, je vous invite à faire vos propres tests, ceux qui sont très fans de tout ce qui est vidéo et GIF. Tout ce qui va être publication 360, donc là, on va être sur un format, alors c'est soit en photo, ça peut être aussi en vidéo, ça peut être aussi en live. C'est une publication qui va permettre une immersion complète de l'internaute. Attention, le 360 ne peut pas être réalisé par tout type de smartphone. Et en vrai, c'est un format qui a jusque-là été utilisé surtout par des particuliers, mais qui n'est pas réservé qu'aux particuliers. Ça permet à un internaute de voir une image, de cliquer dessus, et ensuite de voir un 360, donc vraiment de voir absolument partout sur cette image-là. Ça permet en fait de produire un contenu assez original qui a tendance à générer quand même pas mal d'engagement, donc ça peut être intéressant même sur une page. Et enfin, les lives. Aujourd'hui, vous pouvez faire des lives sur de très nombreux réseaux sociaux. C'est intéressant pour avoir un échange direct avec votre communauté. C'est intéressant pour des résultats de jeux concours. C'est intéressant pour annoncer un lancement produit. C'est intéressant pour annoncer une nouvelle collection. C'est intéressant pour plein de choses. Et c'est un format qu'il ne faut pas négliger. Plusieurs règles à connaître pour que votre live soit un succès. Il faut entre autres annoncer votre live en amont. Si vous le lancez en mode, vous vous dites en interne, bon, ben, on lance à 17h ce soir et en gros on espère qu'il y a des gens qui vont se connecter, c'est sûr que votre live ne va pas connaître un succès fou. Par contre, si vous en faites le teasing en amont et que vous indiquez vraiment que le 30 à 17h, il y a le lancement de la nouvelle collection et que vous le communiquez sur tous vos réseaux sociaux, via votre newsletter, via un article de blog, etc., bon, ben, dans ce cas-là, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que votre live Facebook soit un succès. N'hésitez pas aussi à répondre aux questions en direct, c'est quand même fait pour ça, les lives, et en citant entre autres le prénom de la personne. Vous l'avez vu tout à l'heure, quand je réponds à vos questions, ne serait-ce qu'en webinaire, lorsque je vois le prénom, je prends le prénom pour pouvoir être capable de répondre à vos questions. L'idée, c'est de vous inclure dans ce webinaire. Même si voilà, ça se présente sous le même format, vous recevez les questions des personnes qui assistent à votre live sur Facebook. Et enfin, ben, vous mettez voilà, à privilégier pour la sortie de nouveaux produits, par exemple. Je regarde les questions, n'hésitez pas, je vous rappelle que j'y réponds avant de passer à chaque fois à la partie suivante. Le Canva fonctionne avec une simple photo en panorama. Alors non, il faut vraiment... en fait, sinon, enfin, je ne sais pas si techniquement vous pouvez au final, mais c'est que ce n'est pas le principe de l'instant experience en fait. L'instant experience, vraiment, vous allez avoir une image grand écran, donc au format vertical, et vous allez poser une question. Vous allez avoir la fonctionnalité de swipe up vers le haut, par exemple, qui va vous amener vers, par exemple, une nouvelle... supposons que c'est un peu classique, mais par exemple, vous êtes dans le secteur, vous avez une boutique au centre-ville de Troyes dans la mode. Donc des fringues, votre instant experience, typiquement, vous allez, première image, encourager l'internaute à cliquer dessus. Hein. Ensuite, vous avez donc cette expérience grand écran. Au swipe vers le haut, vous avez une nouvelle image qui va apparaître et qui va présenter 3 nouveaux produits. Au swipe sur le côté droit, vous allez représenter 3 autres produits. Sur le swipe sur le côté droit, encore 3 autres produits. Ensuite, vers le haut, par exemple, vous allez renvoyer l'internaute vers votre site web, par exemple.
Donc c'est vraiment plutôt pensé pour être, j'appelle ça des vignettes, mais je sais pas, enfin je sais même pas c'est quoi le terme exactement. Mais en gros c'est plusieurs vignettes pour vraiment faire un peu une histoire. D'accord? Bonjour Stéphane, que pouvez-vous nous conseiller afin d'avoir des stories pertinentes? Alors sachez Stéphane que les stories Facebook vont disparaître d'ici dans les prochaines semaines. C'est à la base les stories, hein, ça avait été c'est une fonctionnalité pardon, qui venait de Snapchat, si je dis pas de bêtises, parce que maintenant il y a des stories tellement partout que je ne sais plus l'ordre dans lequel c'était apparu. Mais en tout cas, ça a été copié par tous les autres réseaux sociaux. Ce qui fait que, par exemple, sur Instagram aujourd'hui, vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité Story. Pour avoir des stories qui sont pertinentes, du coup, sur Instagram aujourd'hui, parce qu'on ne va pas s'attarder sur les stories Facebook qui vont disparaître, ça n'a pas du tout rencontré le succès escompté. Sur les stories, ma collègue a tendance à utiliser cette image que je trouve hyper pertinente. En gros, dans vos publications Facebook ou Instagram classiques, c'est la façade de votre maison. D'accord? C'est ce que vous voulez vraiment montrer. Ce sont des publications qui sont très travaillées. Et les stories, au final, c'est ce qui se cache dans la maison. C'est vraiment l'intérieur, les coulisses de la maison. Et cette image-là, elle est censée vous aider à vous dire que les stories, c'est beaucoup sur du contenu qui va être très spontané, qui ne va pas forcément être autant travaillé que les visuels qui sont dans vos publications. Et qu'il faut aussi parfois accepter de lâcher un petit peu de la charte graphique qu'on s'impose pour justement montrer le côté spontané des stories. Les stories, c'est vraiment un format qui est hyper consommé sur Instagram. Les stories viennent également d'arriver sur LinkedIn. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, autant sur les profils personnels que sur les pages professionnelles. Donc n'hésitez pas à utiliser ce format-là. Les stories sont plutôt bien valorisées sur LinkedIn. J'espère, Stéphane, que j'ai répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à la préciser. Tac. Les bonnes pratiques pour faire de la publicité. Du coup, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez un algorithme Facebook qui ne joue pas forcément en votre faveur. Je m'explique. Je vous demande pendant 1 minute de vous repositionner comme un simple internaute qui est sur Facebook. Vous vous connectez à l'application ou sur le PC et en gros, vous parcourez votre fil d'actualité. Vous avez les publications de vos amis, vous avez les publications d'entreprises qui vous intéressent, pour lesquelles vous avez décidé de suivre l'actualité. Quand vous vous connectez en tant qu'internaute, Facebook, avec un algorithme, est obligé de faire un choix dans les publications qu'il vous présente. D'accord ? Parce que vous vous doutez bien que vous avez plus d'un ami qui a posté sur Facebook et vous avez plus d'une entreprise qui a posté sur Facebook depuis la dernière fois où vous êtes connecté. Donc en gros, vous avez un algorithme qui fait des choix pour vous. Et en fait, ce même algorithme-là, il a tendance à ne pas forcément favoriser les pages de manière générale. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, il vaut mieux créer un profil. Non, surtout ne faites pas ça, il faut bien garder une page. C'est juste qu'il faut accepter les règles que vous impose Facebook, entre autres d'utiliser des formats innovants, entre autres de générer de l'interaction avec les personnes qui voient vos publications, et aussi, entre autres, de faire de la publicité. L'algorithme, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'EdgeRank. Je vous invite à éventuellement vous renseigner sur son fonctionnement, mais c'est un cercle vicieux. Quand vos publications ne fonctionnent pas, il y a un cercle vertueux quand vos publications fonctionnent bien. Je m'explique. Vous êtes toujours en tant qu'internaute sur votre application mobile Facebook, par exemple. Et moi, en tant qu'agence Adverti, je viens de publier sur ma page Facebook. D'accord ? Donc ce qui est génial, c'est que vous avez tous mis un j'aime sur la page Facebook de l'agence Adverti. Et donc, du coup, potentiellement, vous allez recevoir mes publications. D'accord ? Le truc, c'est que en fonction de l'interaction que vous avez eue avec les précédentes publications de l'agence, vous allez voir ou non les publications suivantes de l'agence. Je m'explique. On a fait une publication en début d'année, par exemple, qui a connu un succès fou. Vous aviez tous mis un j'aime dessus, vous aviez tous partagé la publication, etc. Donc, super. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'interaction, de l'engagement. Et c'est hyper important aux yeux de Facebook. Ce sont des signaux très importants. Typiquement, la prochaine fois que je vais publier
au nom de la page Facebook d'Adverti, ben, vu que vous aviez eu une interaction avec cette publication-là, vous allez très certainement voir la prochaine publication. D'accord? À l'inverse, la publication que j'ai faite en début d'année, elle n'a pas connu un succès fou. Franchement, pourtant elle était bien, machin, elle n'a pas connu un succès fou. Vous l'avez tous vu cette publication-là, mais vous n'avez pas interagi avec, vous n'avez pas commenté, vous n'avez pas partagé. Et bien dans ce cas-là, c'est le cercle vicieux qui commence, c'est-à-dire que les publications suivantes que je vais voir, ben en fait potentiellement, elles vont avoir une visibilité réduite et vous n'allez pas les voir. Donc en fait, en résumé, Facebook favorise les contenus, Facebook favorise les pages qui ont du contenu intéressant, qui génèrent de l'interaction. Donc en gros, si vous vous acharnez sur votre page Facebook à publier du contenu qui génère 0 interaction, 0 partage, 0 commentaire, ben en fait, votre visibilité à terme, elle va être extrêmement réduite. C'est pour ça qu'il faut suivre ces statistiques avec l'onglet statistiques qu'on a pu évoquer tout à l'heure et prendre le recul nécessaire pour changer de stratégie, pour justement produire du contenu qui va être intéressant. Ok? Donc du coup, l'une des bonnes pratiques, justement quand l'algorithme ne joue pas en votre faveur en tant qu'entreprise, c'est de faire de la publicité. J'ai perdu. Pardon. Hop. Vous avez 2 types de publicité sur Facebook. La première, que tout le monde connaît et que tout le monde peut faire parce que c'est relativement accessible, c'est le boost classique. Typiquement, vous avez une publication que vous avez créée et en gros, c'est le gros bouton bleu en bas à droite que vous voyez booster la publication. N'hésitez pas à cliquer dessus, ça ne va rien faire tant que vous n'avez pas cliqué sur valider, et vous verrez toutes les informations que vous demande Facebook pour booster votre publication. L'idée avec ce gros bouton bleu, c'est de faire gagner de la visibilité à une publication parce que son contenu est plus exceptionnel que d'habitude. Typiquement, si vous avez un jeu concours, si vous avez une nouvelle collection qui est lancée, si vous avez des changements d'horaire d'ouverture, si vous avez changé de locaux ou ce genre de choses, vous avez envie qu'un maximum de personnes soient au courant. D'accord? Bon, bah là, typiquement, vous faites votre publication classique, vous la boostez, vous mettez un petit budget, alors ça peut être quelques euros en plus, et vous lancez la publicité. Typiquement, vous pouvez cibler les personnes qui suivent votre page aussi avec un boost de publication. Si par exemple vous avez 2000 personnes qui suivent votre page et que quand vous publiez, ben vous en touchez que 500 en général, bon ben vous mettez 4 ou 5 € et vous tentez de toucher le reste des personnes qui ont suivi votre page. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi toucher des personnes qui sont en dehors de votre page. D'accord? Donc là, vous allez définir tout un ciblage, je sais pas, les hommes entre 25 et 45 ans, passionnés de sport et qui habitent 3 plus 30 km. D'accord? Ça, typiquement, c'est un ciblage et ce sont des personnes qui potentiellement ne vous connaissent pas encore. Le boost de publication, c'est idéal pour les petits budgets. En tout cas, pour des budgets de plus de 200 €, ça ne sert à rien de booster des publications. Il vaut mieux privilégier une campagne publicitaire réelle, c'est ce qu'on va vraiment voir après, parce que justement, on va pouvoir faire d'autres tests, faire des choses plus pertinentes avec ce budget-là. Donc, petit budget, boost de publication. Je regarde les questions tout de suite parce que comme ça m'évite d'aller sur une autre partie peut-être un petit peu plus complexe juste après. Étant dans la construction, comment rendre attirante une publication avec la construction d'un bâtiment? Par exemple, afin d'avoir des partages, du j'aime, etc. Alors, Clara, comme ça, à chaud, à vue d'œil, vous pouvez faire des avant-après, des en cours de construction, des vidéos, des time-lapse. Vous pouvez aussi mentionner, alors ça, il faut voir si vous avez l'autorisation, mais si vous êtes dans la construction, c'est que vous construisez pour quelqu'un. Donc peut-être que vous pouvez aussi mentionner la page de l'entreprise ou de la collectivité ou autre pour laquelle vous travaillez, en espérant, en croisant les doigts, qu'elle repartage aussi cette publication-là. Vous pouvez valoriser les équipes aussi. Le fait de valoriser l'humain, quel que soit le cas, fonctionne hyper bien, peu importe le réseau social. Donc vous pouvez éventuellement valoriser les équipes, valoriser les métiers au sein de votre entreprise. Vous pouvez faire des photos de jour, des photos de nuit. Vous pouvez valoriser les matériaux utilisés. Vous pouvez faire des quiz, des quiz, des sondages. Faites des tests en tout cas. C'est le plus important, Clara, au final. J'ai une question aussi de Candice. Bonjour, connaissez-vous des outils pratiques pour créer nous-mêmes ces différents formats de publication? Candice, du coup, je mets votre question en suspens parce qu'en fait, c'est la dernière partie du support.
Donc, on évoquera entre autres Canva, on évoquera d'autres choses, et puis j'essaierai de compléter. Je laisse votre question ici, comme ça je veillerai bien à y répondre, entre autres parce que je ne précise pas d'outils pour les vidéos, je crois, donc on pourra éventuellement en reparler. Je continue du coup pour qu'on se focalise ce coup-ci sur la campagne publicitaire. Donc, je vous le disais tout à l'heure, vous avez 2 formats de publicité. Vous avez le boost que vous pouvez faire tout seul, tranquille, ça, il n'y a pas de souci, c'est relativement facile. Et ensuite, vous avez la campagne publicitaire qui est quand même, on ne va pas se mentir, plus compliquée. La campagne publicitaire, elle passe par un outil tierce de Facebook qui s'appelle le Campaign Manager et qui vous permet en fait d'avoir des publicités, comment dire, qui vous permet de faire des tests de publicité pour savoir si quelles sont les publicités les plus efficaces. Je m'explique. Vous avez un budget, supposons, de 500 € pour faire de la publicité. Donc 500 €, pas de boost, d'accord? 500 €, on fait de la campagne publicitaire. Typiquement, c'est pour faire la promotion d'une offre que vous avez sur votre site web avec un formulaire de contact que les personnes peuvent remplir afin de vous contacter. Typiquement, vous allez vouloir tester différentes variantes de publicité pour savoir laquelle fonctionne le mieux en termes de coût, par exemple, et en termes d'interaction. C'est-à-dire combien de personnes vont sur mon site grâce à ces publicités-là. Je vais l'illustrer, ce sera plus simple. Supposons je fais une publication classique sur Facebook en mode présentation de l'offre, n'hésitez pas à me contacter, lien vers mon site. Ok. Je mets un budget, 100 €, je fais un boost, d'accord? Vous n'en saurez rien si le texte que vous avez utilisé, c'est vraiment le texte le plus efficace. D'accord? Vous êtes parti du principe que votre texte était top. Ok. Mais par contre, en vrai, vous n'en savez rien parce que vous n'avez pas de point de comparaison. La campagne publicitaire, elle va vous permettre justement de faire des variantes de publicité pour vous assurer que les différents arguments de vente que vous mettez en avant sont bel et bien les bons. Donc, vous allez par exemple créer 3 visuels différents ou bien même 3 textes différents. Vous allez tester des boutons d'appel à l'action qui vont être différents, voir l'offre, voir le site web, en savoir plus, etc. Et en fait, à partir de ces tests que vous faites, vous allez être capable de détecter quelles sont les publicités qui vont fonctionner le mieux de celles qui ne vont pas fonctionner. Et du coup, quand on a un budget, c'est hyper intéressant de se focaliser sur ce qui a le meilleur retour sur investissement pour vous. Dès lors qu'on dépense du budget, et en vrai même dès lors qu'on dépense du temps pour une activité, il faut être focalisé sur le retour sur investissement que ça a. C'est ce que je vous disais en début de webinaire. Si en gros vous postez une fois toutes les 2 semaines parce qu'en gros il faut poster parce qu'il faut poster, vous n'allez atteindre aucun objectif business. D'accord ? Là c'est pareil. Si vous n'avez pas une vraie stratégie et que vous décidez de ne pas opter pour les bons outils, en gros ça ne va rien vous rapporter en fait. C'est ça la conclusion. L'avantage que vous avez également en créant des campagnes publicitaires, c'est que vous pouvez indiquer à Facebook quels sont les objectifs de cette campagne. Exemple, ça peut être de la notoriété, tout simplement. Dans ce cas-là, Facebook va faire en sorte de diffuser au maximum votre publicité. Autre objectif possible, le trafic. Ben oui, je souhaite attirer du trafic sur mon site web. D'accord ? Donc Facebook va se focaliser vraiment sur cet objectif-là et les statistiques les plus importantes sur lesquelles il va vouloir vous aiguiller, ça va être des campagnes publicitaires, des statistiques, pardon, je dis n'importe quoi. Ça va être des statistiques qui vont être en relation avec votre objectif de trafic vers votre site web. À l'inverse, vous avez créé une super vidéo avec une agence et vous souhaitez booster cette vidéo-là, du coup, vous faites une campagne de vue de vidéo. Vous avez une application mobile. Dans ce cas-là, faites une campagne d'installation d'application mobile. Vous souhaitez générer des messages privés pour une nouvelle offre que vous avez mise en place. Dans ce cas-là, faites une campagne de messages privés. Vous avez un site e-commerce. Dans ce cas-là, faites une campagne où Facebook, avec son algorithme, va se focaliser sur le fait de vous attirer du trafic qui potentiellement va acheter vos produits. Donc, je vous ai mis une capture d'écran avec les différents objectifs que vous avez. Veillez bien à choisir celui qui correspond le plus à votre objectif business. Lorsque vous allez créer votre campagne publicitaire, outre choisir l'objectif, vous allez également choisir les emplacements sur lesquels vous souhaitez apparaître.
Typiquement, vous pouvez dire « Je souhaite apparaître dans le fil d'actualité de ma cible ». Parmi les publications... Oh, excusez-moi. Parmi les publications des amis ou des entreprises, vous allez avoir votre publicité qui va potentiellement apparaître. Vous pouvez indiquer aussi « Je souhaite aussi apparaître à droite du fil d'actualité lorsque l'internaute est sur PC ». Ça, typiquement, c'est un emplacement qui n'est pas très cher. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez aussi décider de faire de la pub sur Messenger, sur Instagram, parce que je vous rappelle qu'Instagram appartient à Facebook, et aussi sur ce qu'on appelle l'Audience Network. Là aussi, l'emplacement n'est pas cher. L'Audience Network, c'est un réseau de plusieurs centaines de milliers de sites qui sont partenaires de Facebook et sur lesquels votre publicité est susceptible d'apparaître. Là, typiquement, vous avez une capture d'écran de l'application mobile Vinted, qui est une application de seconde main, de vêtements de seconde main, pardon, et vous avez une capture d'écran pour Coca-Cola. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est réservé aux grandes marques, hein, loin de là, mais là, c'est la capture d'écran. Autre étape lorsque vous faites de la publicité, c'est le fait de déterminer votre cible, votre audience. À qui est-ce que vous allez vous adresser? Typiquement, vous avez un certain nombre de critères. Vous avez le sexe, la localisation, l'âge, la langue, les centres d'intérêt, ou encore même les pages Facebook que l'internaute a likées. Alors, il faut quand même que ce soit des très grosses pages Facebook pour que ça fonctionne, ce ciblage, mais ça peut être une possibilité. Exemple, je suis un parc d'attractions, moi je décide de cibler, mais je ne suis pas Disneyland, mais je décide de cibler les fans de Disneyland. Ça, c'est possible. Vous pouvez aussi cibler les visiteurs de votre site web, ceux qui sont déjà clients, etc. Alors, petite nuance que j'apporte à cette phrase-là, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît et que ça implique, entre autres, l'installation du pixel Facebook sur votre site web. D'accord ? Le pixel Facebook va vous permettre justement d'aller plus loin dans l'affinage. On dit affinage. Je ne sais pas. Ça va vous permettre d'affiner beaucoup plus vos publicités en fait, parce que vous allez collecter davantage de données précises, ça va vous faire apparaître davantage de statistiques, etc. Donc vraiment, pixel Facebook, hyper important. Au niveau du budget, gardez en tête en moyenne, et je précise, lorsque vous avez une campagne au moins d'interaction, au moins qui n'est pas de notoriété en fait, au moins d'interaction, de trafic, etc., pour 10 € que vous allez dépenser sur Facebook, vous allez atteindre à peu près 900 personnes. Donc après, vous faites un fameux produit en croix par rapport au budget que vous voulez dépenser. Ça va vous donner un aperçu du nombre de personnes qui vont être touchées. En tout cas, il y a des bonnes pratiques à respecter pour déterminer votre cible. Typiquement, ça ne sert à rien d'avoir 1 200 000 personnes dans votre audience, si vous êtes uniquement sur 3. Ça ne sert à rien d'avoir 1 200 000 personnes dans votre audience si vous avez un budget de 500 €, etc., etc. Il faut que ce soit cohérent, d'accord? Lorsque vous établissez votre audience, vous avez un aperçu en direct de l'outil Facebook qui vous indique à combien de personnes votre audience correspond. Typiquement, sur la capture d'écran que vous avez sur la droite, avec un ciblage 3 plus 65 km sur des 25-60 ans, qui ont pour intérêt la culture, l'histoire, le vignoble, le territoire, etc., ça correspond à 170 000 personnes. Est-ce que c'est cohérent avec votre budget ou pas? Sachant qu'en plus, dans la capture d'écran, c'est quand même relativement large comme ciblage. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'affiner un peu? Si vous avez des questions par rapport aux publicités, n'hésitez pas surtout, parce que sinon j'enchaîne sur un autre, on l'a intitulé genre de publicité gratuite, parce que c'est souvent le type de publicité qui va fonctionner plutôt bien, qui va générer beaucoup d'engagement, et ce sont souvent des publications à succès, qui est le jeu concours. Le jeu concours, il y a quand même pas mal de choses à savoir à ce sujet-là. On l'a inclus dans la partie publicité parce qu'en général, il faut mettre un petit boost de publication de l'ordre de quelques dizaines d'euros pour faire en sorte que votre jeu concours bénéficie d'une visibilité supplémentaire. Et vu que c'est le genre de jeu concours qui a tendance à être viral, le genre de publication, pardon, qui a tendance à être viral, c'est un peu une publicité gratuite. Plusieurs choses à savoir par rapport au jeu concours. Pensez bien à faire un règlement de jeu concours pour vous protéger.
C'est hyper important. Aujourd'hui, vous n'avez plus l'obligation de le déposer chez un huissier. Par contre, il faut qu'il soit disponible directement en mode public afin que les internautes puissent y avoir accès s'ils veulent le consulter. Veillez bien à respecter les conditions générales d'utilisation de Facebook. Typiquement, vous ne pouvez pas faire aimer ou partager votre page dans les conditions, dans le mécanisme de participation au jeu concours. Alors vous allez me dire, non mais vous rigolez quoi? C'est le genre de jeu concours qu'on voit tout le temps. Ben, sachez que ce n'est pas autorisé via Facebook. Le truc, c'est que Facebook a bien d'autres priorités plutôt que de se soucier de ce genre de problématiques. Du coup, pour le moment, il n'y a pas, sauf je ne crois pas, hein, qu'il y ait eu de pages qui étaient sanctionnées à cause de ce genre de jeu concours. Par contre, si vous ne voulez pas courir de risques, typiquement, optez pour un autre mécanisme de jeu concours. Dans la capture d'écran à droite, vous avez un jeu concours de Cdiscount où en fait il s'agit de commenter et de taguer un des amis. Bon bah là, typiquement, on est sur un mécanisme de jeu concours qui est autorisé par Facebook. L'idée d'un jeu concours, vu qu'il y a une dotation que vous allez mettre en jeu, c'est que le jeu devienne viral, que en termes de notoriété, vous puissiez également vous faire connaître grâce à ce jeu concours. Donc du coup, la visibilité est gagnée gratuitement, si vous voulez. Là, la capture d'écran, c'est en effet Cdiscount. Vous allez me dire, bah ouais, c'est une grande entreprise, du coup, ils ont déjà une communauté, c'est facile pour l'agrandir encore plus. Sachez qu'il y a énormément d'acteurs en local, d'entreprises, qui font des jeux concours qui cartonnent. Donc n'hésitez pas à vous dire, ok, quelles sont les dotations, quelles sont les récompenses intéressantes que je pourrais mettre en jeu, comment est-ce que quel visuel je vais utiliser, quel texte je vais mettre en avant, quand est-ce que je vais le lancer, quelle est la durée. Ça aussi, c'est hyper important. Quelle est la durée que je choisis? Il ne faut pas que ce soit trop long, hein. Un jeu concours, on attend de la réactivité assez rapide, donc quelques jours, ça suffit largement. Et n'hésitez pas à le lancer, c'est vraiment le genre de publicité gratuite qui fonctionne bien. Est-ce que le ciblage à 10 € pour 900 personnes est à ajouter aux frais de publication? C'est une question qu'on a de la part d'Isabelle. Alors Isabelle, je ne sais pas ce que vous ajoutez les frais de publication. Sachez que toute activité que vous lancez sur Facebook, la création d'une page, la création de publications, etc., c'est gratuit. D'accord. Ce qui n'est pas gratuit, en revanche, et ce qui représente le business model de Facebook, c'est la publicité. Donc, les 10 € pour 900 personnes, c'est une estimation hein, pour que vous puissiez vous-même établir un budget. Parfois, ça va être plus, parfois, ça va être moins. Mais en tout cas, ça va vous donner une idée. Si votre campagne est une campagne de notoriété, je vais rebondir là-dessus, si votre campagne est une campagne de notoriété, dans ce cas-là, pour 10 €, vous allez toucher entre 3 000 et 6 000 personnes. Le truc, c'est que la notoriété Facebook, c'est plutôt bien faire. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire maxi diffusion à un maximum de personnes. Donc ça, il n'y a pas de problème pour le faire. Par contre, si vous souhaitez vous focaliser sur les personnes qui ont tendance à cliquer sur les liens dans les publicités pour aller découvrir de nouveaux produits, par exemple, là, on n'est plus sur une campagne de notoriété, mais une campagne de trafic. Et dans ce cas-là, ma statistique, enfin mon estimation de 10 € pour 900 personnes, vous pouvez vous appuyer dessus. J'ai perdu ma souris, pardon. Hop. Les conseils pour faire une bonne campagne. N'hésitez pas à traquer les liens qui mènent à votre site. Donc là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus complexe. C'est ceux pour qui Facebook, qui même les campagnes publicitaires, n'ont plus vraiment de secret. N'hésitez pas en tout cas à traquer les liens qui mènent à votre site. Tout simplement pour que le trafic issu de ces campagnes-là soit correctement identifié non seulement par le pixel, mais aussi par votre compte Google Analytics, d'accord ? N'hésitez pas à utiliser des réducteurs de liens, parce que parfois les liens que vous allez copier-coller vont être hyper longs et pas forcément très esthétiques dans votre publication. Donc du coup, n'hésitez pas à les réduire, soit avec Bitly, avec Pixelme, avec Goo.gle ou ce genre de choses. Et enfin, dès lors que vous investissez un budget, c'est que vous avez un objectif derrière et que vous allez vouloir suivre le retour sur investissement des dépenses publicitaires. N'hésitez pas à suivre les indicateurs de performance qui sont importants pour vous. Si vous êtes sur une campagne de notoriété, typiquement, ce qui va vous importer, ça va être le nombre de personnes qui ont été touchées par votre campagne. Si à l'inverse, ce qui vous intéressait, c'était d'attirer un maximum de monde sur votre site web, vous allez vous intéresser
au nombre d'utilisateurs qui sont venus. Si vous cherchiez à vendre, typiquement, vous allez vouloir connaître le nombre d'achats qui ont été générés grâce à votre campagne publicitaire et il faut que vous vous focalisiez sur ces indicateurs-là. Par défaut, les indicateurs proposés par Facebook laissent parfois à désirer. Donc, gardez bien en tête vos objectifs et les indicateurs de performance qui vont avec. C'est ce que j'appelle les KPI pour Key Performance Indicators. Est-ce qu'il y a des questions? Tac, tac, tac. Je n'en vois pas d'autres, mais du coup, on va pouvoir répondre à celle de Candice, du coup, qui était en suspens depuis tout à l'heure. Les fameux outils pour optimiser votre temps. Le premier, typiquement, Candice, vous l'évoquiez dans votre question, c'est Canva. Canva, c'est parfait pour les personnes qui soit ne souhaitent pas dépenser une fortune dans des outils de design. C'est parfait pour des personnes qui n'ont pas forcément de grandes compétences en design. C'est parfait pour gagner du temps pour les personnes qui ont des compétences en design. C'est un outil qui s'améliore tellement souvent, il y a tellement souvent des nouveautés, etc. C'est un vrai outil avec lequel c'est un plaisir de travailler. On l'utilise à l'agence, on utilise bien évidemment aussi les autres grands outils de la suite Adobe. Je ne suis pas la spécialiste du graphisme, donc je ne vais pas non plus m'étaler dessus, mais en tout cas, Canva est extrêmement accessible pour tout le monde. Il y a une version gratuite aussi qui est disponible, qui est limitée bien sûr, mais par contre qui peut déjà vous permettre de prendre en main l'outil. Vous avez aussi la notion de modèle, de template, qui est hyper intéressante. Typiquement, la Saint-Valentin approche, vous souhaitez rebondir dessus. Canva vous propose déjà des modèles où vous avez des visuels qui sont déjà proposés en fait, et que vous n'avez plus qu'à adapter à votre charte graphique. Vous avez une bibliothèque d'images et de vidéos qui est intégrée et la version Pro vous permet d'avoir accès à un maximum de choses. La version Pro, on vous a mis pour 5 membres, elle est à 107 € par an. Bref, n'hésitez pas à aller dans la partie tarifs de Canva, vous verrez tous les tarifs possibles. Autre outil qui peut être intéressant, vous en avez plein, on vous en a mis un. Vous avez des outils qui sont en train de pointer leur bout de leur nez et qui sont hyper doués pour vous retirer les fonds de votre vidéo, pas de votre vidéo justement, de votre visuel. Là, typiquement, on vous a présenté remove.bg qui à la base est quand même spécialisé sur tout ce qui est détourage de photos avec des personnes humaines. Je tiens à préciser. Là, par exemple, vous avez un fond bleu et blanc. Pour X raison, vous souhaitez intégrer cette personne dans un autre fond. Vous pouvez retirer le fond et l'intégrer ailleurs. Vous avez pas mal d'outils de ce genre-là. L'année dernière, il y en a plein qui ont pointé le bout de leur nez. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous avez aussi tout ce qui est générateur de police d'écriture qui permet de faire en sorte qu'il y ait certains éléments spécifiques de votre publication qui ressortent. Exemple ici, c'est une capture d'écran de coolsymbol.com. Vous écrivez votre texte, donc j'ai rentré perspective numérique en haut, et vous avez tout plein de possibilités d'affichage de texte qui apparaît. Alors, plusieurs remarques par rapport à ça. La première, c'est que c'est quand même pratique pour valoriser un terme spécifique ou un mot spécifique, etc. Mais veillez quand même à choisir une police d'écriture qui soit lisible. Rien que dans la capture d'écran que je vous ai faite, il y en a, elles ne sont pas très lisibles. C'est quand même pas top de les utiliser. Autre chose à savoir, c'est que pour les personnes qui sont malvoyantes, les lecteurs de texte en fait ne vont pas comprendre le texte qui s'affiche. Donc si vous avez affaire si vous avez un fort intérêt pour tout ce qui est accessibilité auprès des personnes malvoyantes ou non-voyantes qui sont elles aussi sur les réseaux sociaux, peut-être éviter de les utiliser trop fréquemment. Autre outil qui va vous faire gagner du temps, c'est de trouver un marronnier des réseaux sociaux. Il y en a plein sur le web, vous pouvez en parcourir plusieurs, etc. Un marronnier, c'est quoi? C'est un terme qui a été emprunté au monde du journalisme et qui vous permet, au sein d'un même document, de découvrir toutes les dates importantes de l'année. Certaines dates vont avoir un intérêt pour votre activité, d'autres pas. Vous allez retrouver les soldes, vous allez retrouver le Black Friday, vous allez retrouver la Saint-Valentin. Mais vous allez retrouver aussi, par exemple, la journée mondiale de tel ou tel truc, la journée mondiale du chocolat, la journée mondiale du sport, la journée mondiale de
C'est hyper vaste. Et en fait, ce calendrier-là, ce marronnier-là, ou tous les marronniers que vous allez trouver d'ailleurs, typiquement, vous n'allez plus avoir qu'à choisir les dates qui vont vous intéresser et à les mettre dans votre propre calendrier. Oula, je vois qu'il y a des questions. Du coup, Candice, donc pour répondre à votre question, connaissez-vous des outils pratiques pour créer nous-mêmes ces différents formats de publication, notamment Canva, vidéo, GIF, etc. Avez-vous des exemples? De nouveau, je répète à l'agence, je ne suis pas celle qui s'occupe de tout ce qui est design. Alors, de tête, hein. On utilise Lumen 5 qui permet de créer des vidéos. Canva permet aussi de créer des vidéos et des GIFs avec la version payante. Donc, parfois, ça nous arrive de l'utiliser. Bien évidemment, il y a tous les outils de la suite Adobe qu'on va utiliser. Les autres petits outils qu'on va utiliser, il y en a plein. Il y en a plein, mais alors je ne les ai plus en tête. Non, ouais, je suis désolée Candice, j'en ai plus d'autres en tête. Pour des générateurs de GIF, vous en avez en ligne aussi que vous pouvez utiliser. Mais voilà, en tout cas, le Canva, Lumen 5 peuvent déjà être intéressants. Céline, du coup, est-ce que vous pouvez nous indiquer à quel... Ah bah ça, du coup, j'ai déjà répondu. Ah non, j'ai pas répondu, pardon. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à quel endroit de notre page Facebook nous devons aller pour créer une publication jeu concours? Est-ce une publication classique? Tout à fait, Céline. C'est une publication classique, mais le texte et le visuel a été adapté pour le jeu concours. Il n'y a pas d'endroit spécifique pour ça. Autre question de Céline, est-ce que vous pouvez nous indiquer à quel endroit... Ah bah ça a été en double. Pardon. Ça a été écrit en double. Tac, tac, tac. Question d'Émilie. Peut-on paramétrer les indicateurs de performance pour qu'ils soient pertinents sur Google Analytics ou Facebook Statistiques? Alors du coup, Émilie, très bonne question. Si vous en êtes à la phase choix des indicateurs de performance, etc., c'est que vous êtes passé déjà par la phase mise en place du pixel Facebook sur votre site web. Quand vous le mettez en place sur votre site web, vous le mettez en place sur toutes vos pages, mais vous allez commencer là aussi à indiquer à Facebook les interactions intéressantes que vous souhaitez suivre sur votre site web. Exemple, le remplissage de formulaires, le téléchargement d'un livre blanc, l'inscription à un webinaire, etc., etc. Tout ça, l'achat si vous avez un site e-commerce. Typiquement, il faut que vous l'indiquiez à Facebook, d'accord? C'est hyper bien fait maintenant. Vous avez un petit... vous avez un petit module qui se lance sur votre site web et vous cliquez là où sont les interactions intéressantes pour vous. Ensuite, pour que les indicateurs de performance soient pertinents, c'est que vous les avez définis. Donc du coup, vous avez mis en place le pixel, vous avez paramétré le pixel et vous vous retrouvez sur votre compte Facebook. Et là, il faut que vous paramétriez les colonnes qui sont intéressantes pour vous et que vous les enregistriez. Facebook, par défaut, il va vous montrer quoi? 10, 12 colonnes. Et en fait, c'est à vous d'aller indiquer les colonnes que vous souhaitez rajouter. D'accord? Vous pouvez virer celles qui ne vous intéressent pas et rajouter celles qui vous intéressent. Et là, vous enregistrez votre ensemble de colonnes pour que la prochaine fois que vous vous connectiez, vous ayez bien l'ensemble de vos indicateurs de performance qui apparaissent. Sur Google Analytics, du coup, l'idée, c'est de traquer vos liens, Émilie, pour que vous puissiez vraiment ne pas vous tromper entre guillemets, dans l'analyse de votre trafic issu de Facebook Ads, comment dire? Il faut que vous puissiez traquer ces liens pour que Analytics comprenne bien que ça vient bien d'une campagne publicitaire Facebook. Parce que par défaut, il ne le comprendra pas correctement. J'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas pour traquer vos liens, Émilie, du coup, à utiliser des UTM. Je vous laisserai vous renseigner sur le sujet si vous n'êtes pas familier avec ça. Elodie, du coup, sur Facebook, utilisons-nous des hashtags? Alors du coup, les hashtags, ça a été créé sur Twitter à la base. C'est beaucoup utilisé sur de nombreux réseaux sociaux. Par contre, c'est vrai que sur Facebook, c'est pas forcément the place pour les hashtags. D'accord? En général, on va tenter d'en mettre 2, 3. Si vous êtes au niveau local, du coup, par exemple, vous allez utiliser hashtag 3, hashtag aube, ou ce genre de choses. Mais par contre, autant sur Instagram, on va mettre beaucoup de hashtags. Sur Twitter, on va tenter au moins d'en mettre 2 ou 3 aussi. Sur LinkedIn, on va tenter au moins d'en mettre 2 ou 3 aussi. Sur Facebook, ce qui fonctionne le mieux, c'est encore les publications relatives à un niveau local, en fait. D'accord? Donc, n'hésitez pas à plutôt faire... à plutôt utiliser le côté local. Où trouver un marronnier? Je n'ai pas compris cette partie. Alors du coup, Léa, le marronnier, vous cherchez marronnier 2021, réseaux sociaux, vous en avez
une panacée sur Internet. Vous avez certaines agences qui en créent, vous avez certains outils de gestion des réseaux sociaux qui en créent. Vous le téléchargez ou parfois vous le visualisez gratuitement sur leur site. Et là, du coup, voilà, il faut vous poser ça peut prendre un petit peu de temps parce que je vous conseille d'en visualiser plusieurs et vous regardez bien quelles sont les dates qui sont intéressantes pour votre activité. Typiquement, je vois Léa que vous êtes chez Guimino, typiquement, vous avez la journée mondiale des cuisiniers, vous avez la journée mondiale des pâtes, vous avez la journée mondiale de tout plein de trucs qui peut être intéressant pour votre activité. Audrey, du coup, nous demande « Plus d'obligation de dépôt chez un huissier, une très bonne nouvelle cela ». Audrey, ça fait plusieurs années même que vous n'êtes plus obligé de déposer votre règlement de jeu concours chez un huissier. Souvent, c'est recommandé pour bien vous protéger. D'accord. Vous pouvez aussi faire un dépôt en ligne en vrai. C'est des huissiers en ligne, ça coûte à peu près 100 € et ça vous permet de vous assurer que en cas de problème, typiquement un Cdiscount, j'ose espérer, qui dépense 100 € pour se protéger chez un huissier, pour justement, voilà, c'est toujours pareil, c'est vous protéger. N'oubliez pas aussi dans le règlement de jeu concours de préciser ce qui se passe si le jeu concours ne rencontre pas le succès escompté. Exemple, vous avez une super dotation qui coûte 1000 €, mais pour X raisons, votre jeu concours, en fait, il prend pas et vous avez 20 participants. Ça peut arriver, sauf que 20 participants pour un cadeau à 1000 €, voilà, ça embête un peu de lâcher le cadeau. Bon, dans ce cas-là, protégez-vous dans le règlement de jeu concours en disant que le jeu concours, la remise de la récompense n'est valide qu'à partir d'un certain nombre de participants. D'accord ? C'est chouette, il y a plein de questions. Du coup, autre question d'Émilie, peut-on paramétrer des indicateurs de performance pour qu'ils soient pertinents? Ah bah du coup, j'y ai répondu. Ok. Je comprends pas tout à fait comment fonctionne l'outil. Tac, tac, tac. Je crois que j'ai répondu à tout. Ouais, à vue d'œil, j'ai répondu à tout. Du coup, je vous propose d'entamer la dernière partie du support qui concerne, je crois que j'ai déjà dit ça pour l'autre partie, mais j'avais oublié celle-là, qui concerne l'UGC. L'UGC, c'est un terme anglais qui veut dire User Generated Content, qu'on traduit en français par contenu généré par les utilisateurs. Et l'idée derrière ce terme-là, c'est une super idée que j'adore, c'est de favoriser le contenu qui a été créé par votre communauté. Sur les réseaux sociaux, en général, vu que c'est vous qui prenez la parole, vous relayez du contenu que vous avez créé. L'idée, et c'est vraiment très en vogue depuis plusieurs années maintenant, c'est de relayer ce que fait votre communauté et qui vous concerne. Je vous ai pris un exemple. Alors du coup, définition concrète, l'idée donc c'est d'avoir du contenu original en mettant en avant du contenu qui a été créé par les internautes comme des avis, des commentaires, des photos, des stories qu'ils ont postées, etc. L'idée c'est de réutiliser ce contenu pour montrer non seulement que vous vous accordez de l'importance au contenu qui a été créé, à l'internaute qui l'a créé, etc. Mais aussi c'est de donner envie au reste de votre communauté de créer eux-mêmes du contenu en relation avec vous. C'est un cercle vertueux en fait. Je vous ai pris l'exemple en local. Là, on a chez T'entraîne. Alors, j'ai caché le nom de la personne qui a posté, mais en gros, il y a une photo qui a été prise de la devanture. T'entraîne, vin chaud d'exception. Alors, j'ai pas caché partout le nom, pardon. Mais en tout cas, la personne, donc, du coup, elle a pris elle-même une photo, elle a fait elle-même son texte, etc. Typiquement, T'entraîne peut demander à la personne est-ce que je peux relayer votre photo, c'est hyper gentil d'avoir parlé de nous, etc. Et en général, les réponses sont tout le temps positives. C'est-à-dire que la personne, elle est même plutôt flattée en fait que l'entreprise veuille bien relayer son contenu ou que l'entreprise trouve le contenu suffisamment chouette pour avoir envie d'être relayé. L'UGC misait vraiment, vraiment dessus. En plus, vous avez je vous l'ai dit au tout début, vous avez TikTok qui est en train d'imposer vraiment les règles au niveau des réseaux sociaux. Et TikTok est typique de la génération de contenu par les internautes parce que vous avez des marques sur le réseau social qui vont créer des challenges et qui vont en fait donner une idée de base aux internautes et qui vont demander aux utilisateurs de faire preuve de créativité à partir de cette même idée. Donc, typiquement, sur TikTok, il y a beaucoup d'UGC. Alors,
j'ai changé la capture d'écran, mais j'ai oublié de retirer le texte, je suis désolée. J'avais pris une capture d'écran initialement de Lego et en fait, j'ai changé pour quelque chose de beaucoup plus local pour vous montrer que même les petites entreprises au niveau local peuvent tirer profit de l'UGC. Et voilà pour le webinaire concernant le développement de votre activité sur Facebook. Il est 9h40, je reste encore à votre disposition pour répondre aux questions que vous avez, donc n'hésitez pas. Recommandez-vous, alors on a une question de Stéphane du coup, recommandez-vous de lier un compte Instagram et une page Facebook, c'est-à-dire qu'une publication soit publiée en même temps sur Facebook? Stéphane, je vais scinder votre question en deux. Recommandez-vous de lier un compte Instagram et une page Facebook? La réponse est oui. Je vous rappelle, Instagram appartient à Facebook. Je vous recommande de les lier dans le sens où, lorsqu'une personne va être connectée à votre page Facebook, elle va voir un onglet Instagram où elle va voir vos publications. Ça, c'est plutôt sympa. La deuxième chose, c'est que ça va vous permettre en les liant, d'avoir dans la Facebook Business Suite qui est sortie il y a quelques semaines maintenant et qui est pensée pour les TPE-PME, d'avoir en un même endroit la gestion de votre compte Instagram et de votre compte Facebook. D'accord? Donc en gros, vous allez pouvoir répondre aux messages privés, aux commentaires, publier, etc. au même endroit. Et ça, c'est plutôt top. Deuxième partie de votre question, Stéphane, c'est-à-dire qu'une publication soit publiée en même temps sur Facebook et sur Instagram. Ça, je ne le recommande pas vraiment. Je ne le recommande pas vraiment, pourquoi? Parce qu'en fait, sur Facebook et sur Instagram, pour rappel, on va avoir des cibles différentes, mais on va avoir surtout des codes qui vont être différents. Tout à l'heure, on évoquait les hashtags. Les hashtags, par exemple, sur Instagram, vous allez en avoir beaucoup, alors que sur Facebook, beaucoup moins. Donc, si vous faites de la cross-publication entre les deux, c'est-à-dire que vous cherchez à faire d'une pierre deux coups, ben en fait, vous n'allez pas forcément respecter les codes des réseaux sociaux. Et ça, c'est pas forcément recommandé. Par contre, oui, vous pouvez relayer le même contenu sur les deux, enfin, vous pouvez relayer la même information, pardon, sur les deux réseaux sociaux. C'est juste qu'il faut que vous adaptiez votre publication au code du réseau social en question. J'espère que j'ai répondu à votre question, du coup, Stéphane. S'il y a d'autres questions, surtout, n'hésitez pas. Donc pour rappel, le replay du webinaire sera disponible sur le compte YouTube de la CCI. Si vous ne pouvez pas attendre et que vous voulez absolument le support, n'hésitez pas à me contacter à emeline@adverti.fr ou à contact@adverti.fr, c'est l'adresse email qui apparaît là. N'hésitez pas aussi, on va mettre aujourd'hui ou lundi sur le site de l'agence le support. Il y a énormément de supports aussi sur le site de l'agence, de toutes les conférences et les webinaires qu'on peut animer. N'hésitez pas à jeter un œil. Une question de Mélusine. J'ai une question, peut-être naïve, rien n'est naïf. Concernant le droit à l'image, peut-on relayer des photos montrant notre produit avec des personnes que l'on ne peut pas identifier et donc à qui on ne peut pas demander l'autorisation? Je relis juste un coup la question, Mélusine, pardon. Peut-on relayer des photos montrant notre produit avec des personnes que l'on ne peut pas identifier? Alors, question relative au droit d'image. C'est vrai qu'on aurait pu faire un aparté complet à ce sujet. Il faut savoir qu'à chaque photo que vous prenez, même en tant qu'individu, il y a des droits qui y sont associés. Il y a des droits d'auteur, comme vous pouvez avoir des droits d'auteur pour tout un tas de choses. Vous avez des droits qui y sont associés et qui fait qu'en fait, vous ne pouvez pas utiliser les photos des autres sans leur demander leur autorisation. Donc Mélusine, par précaution, non, même vu que vous ne pouvez pas demander l'autorisation à la personne dans l'exemple que vous me prenez, et vu que vous ne pouvez pas avoir l'accord de la personne, etc., même ne serait-ce que par Messenger, ne serait-ce que par message privé sur Insta ou autre, ben, je vous recommande de ne pas l'utiliser. Je suis désolée, parfois il y a des super photos, etc., mais je vous conseille de ne pas faire n'importe quoi avec ça. C'est parfois, de 1, ça peut nuire à votre crédibilité, de 2, parfois ça peut, vous générer vraiment des ennuis. Donc voilà, je vous déconseille. On a une question de Baptiste qui nous dit « Bonjour, est-ce qu'aujourd'hui Facebook reste le réseau social le plus intéressant en termes de visibilité ou de rentabilité ?» Alors, est-ce que ça reste le plus intéressant? Tout dépend de si votre cible est vraiment utilisatrice de Facebook. Je vous l'ai dit, en général, Facebook, il y a peu de chances de se tromper, dans le sens où c'est vraiment le réseau social grand public aujourd'hui.
Est-ce qu'en termes de rentabilité, c'est le plus intéressant? Ben ça dépend des secteurs d'activité. Typiquement, quand vous êtes sur du secteur où la cible est plutôt vraiment très active sur Instagram, du coup, il vaut mieux favoriser des campagnes publicitaires sur Insta. Parce que là, en général, la rentabilité va potentiellement être meilleure sur Instagram. Mais pareil, il faut faire des tests. Est-ce que c'est vraiment le plus intéressant? Nous, en tout cas, c'est le réseau social aujourd'hui à l'agence. C'est l'un des réseaux sociaux avec, entre autres, Instagram et LinkedIn, dont on vend le plus de prestations en toute transparence. Ça vous donne un peu une idée. On tente d'encourager certains de nos clients à tester TikTok ou ce genre de choses parce que ça pourrait être pertinent pour eux. Et aussi parce qu'on a conscience que la cible va vieillir, en fait, sur ces réseaux sociaux-là. Ils n'auront pas tout le temps 16 ans. Donc, c'est... Pour moi, Facebook reste hyper pertinent. Après, ça se trouve, il y a d'autres réseaux sociaux par rapport à votre cible qui peuvent l'être davantage en termes de visibilité et de rentabilité. Autre question d'Audrey ce coup-ci. Comment expliquer le succès immense et ponctuel d'une publication vidéo Facebook, des faux comptes, un réel intérêt de la communauté ou l'algorithme qui décide de donner un coup de pouce? C'est un peu de tout ça, Audrey. Du coup, parfois, ça peut arriver. C'est arrivé chez nous il n'y a pas très longtemps. On a mis en ligne une vidéo pour un compte d'un client et on a touché 0 personne, ce qui n'est juste pas possible en fait. Parce qu'en plus, on avait 0 personne et on avait 2 j'aime, je crois. Parfois, vous avez des bugs qui ont lieu sur Facebook. Alors, c'est dur à croire parce que c'est Facebook, que c'est un géant, etc. Mais ça arrive. Donc, du coup, là, typiquement, bon, c'est pas grave, hein, on supprime la vidéo qui a été victime du bug et on l'a reprogrammée et la vidéo a très bien fonctionné. Donc, il peut y avoir des bugs. Est-ce qu'un succès immense peut s'expliquer par des faux comptes? Ça peut aussi, en vrai. Il y a cette notion de faux compte qui existe sur Facebook. Après, en général, les faux comptes, ça va beaucoup affecter des jeux concours plus que la visibilité de vidéos, de mon expérience en tout cas. Un réel intérêt de la communauté, ça, je vous encourage à aller du coup, Audrey, dans la partie analytics, statistique de votre page. Vous avez un onglet vidéo et qui va vous permettre vraiment de décrypter le succès de votre vidéo. Ça peut être aussi un coup de pouce de l'algorithme, c'est très bien dit. Facebook adore les vidéos, en fait, beaucoup plus que des simples photos. Donc le fait que vous tentiez de vous mettre vraiment aux réseaux sociaux avec une stratégie vidéo, potentiellement vous pouvez bénéficier d'un coup de pouce, tout à fait. Et en général, et comptez également comme interaction le fait qu'une personne regarde votre vidéo. Donc l'interaction, pour rappel, c'est tout, l'engagement, c'est tout ce qui va être les mentions j'aime, les commentaires, les partages, etc. Mais le fait qu'une personne regarde une vidéo, ça rentre également en compte. Jean-Philippe était présent du coup, merci à vous. Françoise, avons-nous des intérêts à utiliser TikTok pour la grande distribution? TikTok, du coup, c'est un réseau social qu'on scrute et qu'on teste là, depuis quelques mois maintenant. Ça a connu un succès fou avec Alors, c'était déjà très populaire chez les jeunes avant mars 2020, mais avec le premier confinement, ça a vraiment boomé. Donc du coup, pour moi, je dirais, est-ce que c'est intéressant d'utiliser TikTok pour la grande distribution? La réponse, je trouve que c'est oui. C'est aussi vos consommateurs de demain, il faut aussi garder ça en tête. Il faut juste trouver l'angle d'approche qui correspond vraiment à TikTok en fait. Sachez, Nicolas, est-ce que tu pourras juste confirmer, ma collègue et moi, on animera un webinaire en avril dans le cadre de Perspective numérique sur les nouveaux réseaux sociaux et on évoquera entre autres TikTok du coup. Juste redis-moi la date un coup, si tu l'as sous les yeux. Alors effectivement, pour les nouveaux réseaux sociaux, on sera sur le mois de mai, le 18 mai. Le 18 mai, du coup. Et on évoquera tout ce qui est TikTok, Twitch, Snapchat, tout cela, pour voir si ça peut avoir un intérêt pour votre entreprise. Et ne serait-ce qu'en termes de culture générale, parce que si vous avez des enfants, vous en entendez peut-être parler, etc. Donc, on évoquera tous ces éléments-là. Nouvelle question de Mélusine, du coup, pour toucher les professionnels, le réseau c'est LinkedIn ou il y en a d'autres? Pour toucher les pros, du coup, ça va être Facebook et LinkedIn en général, Mélusine. Si vous êtes sur un secteur où il faudrait faire un test éventuellement sur Twitter, mais en gros, Facebook et LinkedIn, du coup. Est-ce conseillé de demander à nos clients de devenir amis Facebook? Alors, il doit y avoir un problème si vous pouvez demander à vos clients Est-ce qu'on
Alors, je vous rappelle que du coup, si vous avez une entreprise, vous devez absolument avoir une page professionnelle Facebook, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout cette notion d'amitié. Ce sont des personnes qui vont mettre un j'aime sur votre page et qui, dans les prochaines semaines, vont s'abonner à votre page, d'accord? Par contre, supposons vous êtes commercial ou même vous êtes le chef d'entreprise ou autre, et il y a un intérêt à ce que votre visibilité soit un petit peu plus importante et dans un cadre un petit peu plus officieux. Dans ce cas-là, vous pourriez décider d'avoir un compte personnel sur Facebook qui aura lieu de compte professionnel au final. Est-ce qu'on conseille de demander à nos clients de devenir amis Facebook? Moi, je le ferai pas, personnellement. J'ai beau avoir mon agence, etc. J'essaie de bien scinder les deux. Je sais que j'ai un certain nombre de mes clients qui sont sur Facebook à titre perso, à titre privé, et je ne me vois pas rentrer dans leur cercle en tout cas. Même si on s'entend très bien, etc. C'est quelque chose que je ne me vois pas leur imposer. Après, je sais qu'il y en a plein qui le font, donc voilà, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir s'il y a un intérêt. L'idée, quand vous faites ça, c'est surtout de faire en sorte que vous puissiez partager les publications de votre page professionnelle, en fait, pour faire en sorte qu'il y ait une visibilité qui soit décuplée. C'était la dernière question, du coup, celle qui vient d'être posée. Si vous n'en avez pas d'autres, du coup, je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tous pour vos questions aussi, c'était vraiment chouette. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la CCI à découvrir tout le programme de l'année. Peut-être, Nicolas, que tu peux nous faire un teasing sur celui du mois de février, du coup? Oui, effectivement, merci Emeline donc du coup pour cette belle conférence. Là, on a eu effectivement 44 participants en direct et puis de nombreuses questions. Moi, j'en ai compté 26. Donc effectivement, prochain webinaire le 12 février sur le thème de la dématérialisation animé par un des adhérents de Perspective numérique. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose en conclusion, Emeline? J'ai une autre question qui vient d'apparaître, alors j'y réponds quand même. Céline nous demande si on peut lui expliquer la différence entre la notion de personne touchée et d'interaction d'une publication. Les personnes touchées, c'est des personnes qui vont voir vos publications, Céline. Les interactions, c'est des personnes qui vont interagir avec la publication. C'est-à-dire qu'en gros, elles vont mettre un j'aime, elles vont commenter, elles vont partager vos publications. Tac. Alors attendez, hop, parce que j'ai perdu la question du coup. Et concernant les personnes touchées, comment cela se déclenche concrètement lors d'une publication? En fait, c'est tout simplement lorsque la personne elle est connectée sur son application mobile ou sur le site web de Facebook et qu'elle descend son fil d'actualité, qu'elle regarde toutes les publications que lui propose Facebook en fait. Là, du coup, si vous passez sur une publication de la CCI, par exemple, vous allez pouvoir voir, ça comptera pour une impression, un affichage pour la CCI. Et si, par exemple, Nicolas interagit avec la publication de la CCI, typiquement, ce sera une interaction, parce qu'il a mis un j'aime, par exemple. On va peut-être attendre encore une seconde si on a s'il y a encore des dernières questions. des dernières questions. Du coup, qui dit merci pour cette formation, super. Bon, si ça vous a été utile, je suis ravie. Hop. Encore une question. Une nouvelle question du coup d'Isabelle cette fois. Pour quel type d'activité professionnelle recommanderiez-vous LinkedIn? Nicolas, je pense que LinkedIn, on devrait peut-être s'en soucier prochainement. Du coup, pour l'inclure dans le programme des réunions d'information, je disais ça. Du coup, pour quel type d'activité professionnelle? C'est vraiment très très large. LinkedIn aujourd'hui couvre un spectre très large. En général, on va déjà se focaliser sur le B2B, mais aujourd'hui, même les entreprises qui sont sur du B2C vont avoir un intérêt à être sur LinkedIn parce que justement, ça va être un moyen de relayer l'activité de l'entreprise. Ça va être aussi un moyen de donner du contenu. Si vous avez des collaborateurs, par exemple, ça va leur permettre d'avoir du contenu qu'ils vont pouvoir eux-mêmes repartager sur leur profil. Donc, si vous voulez, c'est un cercle vertueux qu'on met en place en général quand on commence à animer une page professionnelle LinkedIn. Vous avez de nombreuses startups, vous avez de nombreuses... Après, je vous prends un exemple très concret. On travaille par exemple avec chez Tentrain, dont je prenais la capture d'écran tout à l'heure. Typiquement,
avoir une page professionnelle au nom de chez T'Entraîne, je suis pas sûre que ce soit très utile. Typiquement, il n'y en a pas. Par contre, la gérante, du coup, Saba, on l'a encouragée à animer son profil LinkedIn personnel. Parce que tout simplement, elle est connectée à énormément de personnes de par son réseau, et du coup, ça fait une visibilité supplémentaire pour son salon de thé. Donc, si vous voulez, il faut juste trouver le moyen d'exploiter correctement LinkedIn pour votre activité. Parfois, ça peut être utile de ne l'avoir qu'à titre personnel. Eh ben, je reçois des merci un peu partout. Merci à vous, en tout cas, pour votre présence. Autre question, est-ce normal que sur LinkedIn, des publications apparaissent parfois une semaine après, alors que c'est un contenu qui peut nous intéresser? C'est absolument insupportable. C'est l'algorithme de LinkedIn qui n'est pas très, très bon pour détecter l'importance de la diffusion d'une information au moment de sa publication. Et en fait, parfois sur LinkedIn, vous avez aussi des publications qui vont connaître un succès quelques jours après la diffusion. Donc en gros, je dis n'importe quoi, on la publie le vendredi. Bon, ben, vendredi, samedi, dimanche, il n'y a pas trop d'interactions. Par contre, lundi, vous allez avoir beaucoup d'interactions sur la publication. Et là, la diffusion va être décuplée. Ce qui fait que vous allez potentiellement voir le mercredi une publication qui date du vendredi. Ce que vous n'allez pas trop retrouver sur Facebook, par exemple. Donc du coup, l'algorithme a un peu subi aussi les journées où les gens sont le plus actifs sur LinkedIn. Quand je dis que c'est insupportable, c'est que par exemple, lorsqu'on fait la promotion de webinaire et qu'on fait un rappel à J-1, par exemple, avant le webinaire, ben en fait, vous avez un succès qui est rencontré potentiellement 3 jours plus tard. Donc c'est vraiment... c'est aléatoire, en plus on ne peut pas vraiment le déterminer en amont. Donc c'est... voilà. Mais c'est un problème d'algorithme, clairement. Merci à vous Léa. Mélusine, du coup, qui nous dit qu'elle serait intéressée par un webinaire LinkedIn. On prend note. Céline, faites-vous des consultations pour la mise en place ou l'assistance? N'hésitez pas à m'envoyer un email, Céline, du coup on pourra en reparler au téléphone. Oui, bien sûr, l'agence se positionne sur tout ce qui est conseil à l'animation de pages Facebook, hein. Même sur des pages qui sont déjà créées. Merci à vous tous, du coup. Bonne journée. Voilà, ben, je pense on peut peut-être conclure. Emeline, là, il nous reste à peine 4 minutes. Donc, encore une fois, merci à toi pour toutes ces précisions. Alors là, on a vraiment eu beaucoup de questions. Moi, j'ai noté 42 interactions. Tu parlais d'interactions tout à l'heure. Donc là, ce matin, on en a eu 42 avec 44 participants en direct. C'était vraiment super. Donc, encore merci à toi. Et puis, rendez-vous donc à notre prochain webinaire, donc le 12 février sur le thème de la dématérialisation. Et nous verrons effectivement comment on peut mettre en place un webinaire avec Emeline sur le thème de LinkedIn. Merci à tous. Bonne journée.